Bonjour à tous, bienvenue à tous les Bitcoiners francophones sur la sauce Bitcoin. Nous sommes déjà rendus au 18e épisode. J'accueille aujourd'hui Olivier Lambert, un entrepreneur aguerri québécois. Il partage avec moi sa version crue de voir la vie et la réalité en tant que Bitcoiner. Il est également un formateur Bitcoin. Olivier a conçu son propre cours Bitcoin que vous pouvez retrouver sur son site latranchée.com. Ne vous inquiétez pas, je mets tous les liens dans la description. Mais ce n'est pas tout. Nous discuterons aussi de sa théorie sur les ordinals. Oui, vous avez bien entendu, un sujet un peu tabou dans l'univers des maximalistes bitcoiners. Selon Olivier, les ordinals et les inscriptions peuvent régler beaucoup de problèmes politiques au Québec. En espérant que cet épisode vous fait réfléchir, bonne écoute! Avant de commencer, je suis heureux de vous annoncer que la sauce Bitcoin est maintenant sponsorisée par bitrefill.com. Il s'agit de la destination la plus pratique et la plus simple si vous désirez commencer à vivre votre vie avec votre Bitcoin. Choisissez parmi plus de 8000 cartes cadeaux dans plus de 170 pays payables avec le Bitcoin et le Lightning Network. Utilisez le code LASAUCEBITCOIN pour obtenir 10% de rabais sur votre premier achat à l'ouverture d'un compte. Laissez-moi savoir comment vous appréciez l'expérience. Bonjour, bienvenue à tous au 19e épisode de la sauce Bitcoin. J'ai avec moi Olivier Lambert, un Bitcoiner, un entrepreneur, un YouTuber, un podcaster, bien des choses dans son agenda, une personne très intéressante et un Bitcoiner aguerri, je pense. Il est auteur d'un cours Bitcoin où il y a beaucoup de Québécois qui ont appris cette nouvelle technologie et cette nouvelle forme d'argent grâce à lui. Et ça fait quelques mois qu'on discute pour faire un podcast ensemble et le temps est arrivé. Et comme vous pouvez le voir, son podcast studio est vraiment excellent avec son chandail Bitcoin. Donc, merci beaucoup pour ce setup magnifique, Olivier. Merci enfin d'être joint à la sauce Bitcoin. Peut-être commence juste à te présenter grosso modo pour l'audience. Oui, excellent. Ben, écoute, merci pour la belle intro. Merci de m'avoir invité à ton podcast. C'est la première fois que je fais. Non, c'est pas vrai. C'est la deuxième fois que je fais un podcast à propos de Bitcoin. Parce que moi, initialement, c'est pas mon aire d'expertise. Moi, je suis un gars qui s'est commencé en entrepreneuriat. Je montrais aux gens comment faire du copywriting. En genre 2014, j'ai commencé à vendre des cours en ligne dans cette industrie-là. Au Québec, j'ai été pas mal dans les premiers. J'ai programmé ma propre plateforme de distribution de cours en ligne. Ensuite de ça, ben là, je me suis parti une business de studio d'enregistrement pour les cours, mais également pour les studios de podcasting. Donc, j'ai comme plein de petits projets à gauche et à droite qui sont concrétisés et j'ai tout le temps été un Bitcoiner. J'ai un de mes amis, là, justement, qui travaille chez Bitfarm, qui m'a. J'en ai un autre qui m'a très fortement recommandé d'investir dans les Bitcoins alors que le prix était autour de 300 $. J'ai commencé à acheter à cette époque-là, mais tout de suite, là, je me suis fait bloquer mes cartes de crédit là, parce que, à mauvais citoyen, tu n'as pas le droit d'essayer de chercher une source de monnaie, une source d'argent à l'extérieur du système actuel, à cause que ça, c'est pour la fraude, c'est pour les criminels. Hein? Donc, toutes les cartes de crédit au Canada, c'était excessivement difficile d'être capable d'acheter des bitcoins. J'ai acheté ce que j'ai pu, mais finalement, c'est passé dans l'oubli. Comme un peu tout le monde, on a une espèce de chemin qui va et vient avec Bitcoin. On rentre dans l'écosystème, on y goûte un peu, on ressort, on rentre, on y goûte un peu, on trouve ça encore plus de fun, on sort, on rentre. Bien sûr, le fait que le prix fasse juste monter, ça aide énormément à ça aussi. On ne va pas se le cacher. Mais c'est vraiment quand au Canada, on a eu une politique assez drastique au niveau de la COVID. Les gouvernements sont. Le gouvernement a été assez intense, autant au niveau fédéral avec le fils de Castro, M. Trudeau, et qu'au niveau provincial, je veux dire, on ne pouvait plus quitter les régions, on ne pouvait plus sortir à plus de temps de kilomètres de chez soi, il y avait des couvre-feux. Moi, je n'avais pas été vacciné à cause que, justement, je suis anti-autoritaire, gouvernement autoritaire. Ça me puait au nez, ces politiques-là. Je n'ai pas voulu me faire vacciner jusqu'au bout. Et je trouvais ça horrible, qu'est-ce qui est en train de se produire. En plus de l'augmentation incroyable de la quantité d'argent en circulation au niveau du dollar canadien. Oui, OK, il y a ce qui se passe aux États-Unis, mais la même chose s'est passée encore pire au Canada. Donc, ça m'a vraiment mis le feu au cul pour faire ma formation sur Bitcoin, une formation que je n'ai vraiment pas vendue cher. Elle est disponible sur mon site web qui est La Tranchée pour 100 $, mais je la mets tout le temps rabais à 50 $. L'objectif, c'était juste d'avoir un petit montant que le monde y mette
pour qu'ils fassent la formation. Parce que des cours en ligne qui ne coûtent rien, tu t'inscris, tu ne le fais jamais. Quand tu payes un petit montant, au moins, ça te donne la motivation pour passer au travers. Ou est-ce que mon objectif, c'est de sensibiliser les gens à c'est quoi cette technologie-là? Pourquoi est-ce que ça représente un peu notre bouée de sauvetage contre les gouvernements autoritaires dans le siècle qui est en train de se produire, toute la tendance autoritaire des gouvernements de partout à travers le monde. Et c'est comme un projet un projet passion qui m'a un peu recatapulté dans l'univers à Bitcoin, qui maintenant, là, sur Twitter principalement, et ici à gauche et à droite dans des podcasts de finance. Dans les parties de famille, c'est à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de Bitcoin, puis dans les parties d'amis aussi, j'en parle, mais aussi sur des podcasts à gauche et à droite. Fait que merci de m'avoir donné l'opportunité de venir en parler aujourd'hui. Wow, t'as commencé fort, là. T'as commencé avec le gouvernement autoritaire et tout ça. Même pas laissé le temps à l'audience de respirer un peu, là. On y va au droit au but, j'aime ça. Je vais déconstruire un peu ce que tu as dit, juste pour commencer un peu mollo. Toi, tu as essayé d'acheter avec des cartes de crédit. Moi, dans le temps, justement, c'était plus avec Quadriga. C'était quoi ta solution alternative pour finalement réussir à acheter? C'était quoi les sites que tu utilisais? Est-ce que tu te rappelles ou Moi, j'avais un compte sur Coinbase avec un DCA. Je mettais 50 $ par jour, je pense. Fait que, tu sais, pas de gros achats. Je ne suis pas un multimilliardaire québécois. Là. Je ne veux pas que les gens ils se fassent la mauvaise idée de moi. Je suis un pleb comme tout le monde qui avait des petits montants à investir. Maintenant, ce montant-là est devenu beaucoup plus important, mais j'avais des petites sommes à investir quotidiennement. J'ai commencé par Coinbase. Coinbase ont arrêté de me permettre d'acheter. Ma carte de crédit Visa, qui était avec Desjardins, puis MBNA, qui était avec Mastercard, qui était avec MBNA. Les deux m'ont empêché d'acheter avec Coinbase. Je me suis fait un compte sur CoinSquare. Euh, et même principe, là, ça a peut-être pris 5-6 mois et ce compte-là aussi a arrêté. Le dip et la valeur de Bitcoin avait chuté énormément après. Donc, c'est comme là que j'ai perdu un peu intérêt envers Bitcoin. J'ai tout le temps gardé en tête, tu sais, j'ai tout le temps été un Bitcoiner, j'ai tout le temps vu la valeur et le potentiel de tout ça, mais c'était comme moins pertinent à cause tu sais, l'économie allait bien, on n'avait pas vraiment de problème. Il n'y avait pas une urgence à Bitcoin. Euh, et c'est pour ça là, que j'ai arrêté dans. J'ai pas assez poussé plus loin. J'avais des amis qui avaient une ferme de Bitcoin, donc j'aurais pu leur en acheter directement là, en OTC, mais je ne l'ai pas fait. est-ce que tu penses que être un Bitcoiner dans l'âme, ça se ressent, puis ça provient un peu de ton esprit entrepreneurial en même temps? Au Québec, l'entrepreneuriat, c'est sûr qu'il y a plein des excellents entrepreneurs, mais l'entrepreneuriat en général peut être perçu peut-être négativement par la société québécoise. Si tu réussis trop, peut-être le monde te regarde croche ou ils sont un peu jaloux. Est-ce que tu veux parler de ça un peu? As-tu quelque chose à dire là-dessus? Moi, je pense qu'il y a définitivement un gène libertarien. Dans la population, tu as 1,6 à 2 de la population qui vont naturellement graviter vers des idées libérales classiques. C'est vivre et laisser vivre, minimiser la violence et de faire en sorte que le gouvernement soit sur un pied d'égalité avec les citoyens pour minimiser la taille du gouvernement. Tu sais, comme qu'est-ce qu'on pensait, genre dans les années 1800 quand tout allait bien. Euh, ben, il n'y a pas énormément de gens qui pensent de cette façon-là, mais je pense qu'il y a un petit pourcentage de la population qui, naturellement, c'est dans leur gène, ils vont en venir à ces conclusions-là par eux-mêmes. Et moi, j'ai tout le temps été comme ça. Dès que j'étais petit, à l'école, dans ma carrière, dans le monde du travail, en tant qu'entrepreneur, j'ai tout le temps eu ces valeurs-là. Et je pense que ça représente un peu le noyau des Bitcoiners. Euh, Maintenant, par la suite, il y a d'autres personnes qui se rattachent au Bitcoin bandwagon qui ne sont pas nécessairement des idéalistes. Il y en a qui vont vouloir ils aiment la spéculation, ils aiment le trading, ils aiment la macroéconomie. Mais fondamentalement, ce pas des gens qui voient Bitcoin comme nécessairement un moyen de se protéger contre l'overreach gouvernemental puis la tyrannie potentielle qui peut émerger de l'abus de pouvoir de nos institutions. Ils le font parce qu'ils trouvent ça cool. Et moi, j'ai aucun problème. Je veux dire, tout ce qui est bon pour Bitcoin est bon pour Bitcoin. Moi, je suis content à travers tout ça. La seule chose que je veux, c'est que les technologies qui permettent la plus grande quantité de liberté finissent par gagner en fin de journée. Ceci étant dit, Bitcoin ne peut pas aller chercher l'adoption de masse que ça a besoin d'aller chercher en étant un espèce de pet project d'une minorité de gens qui s'identifient comme étant libertariens à cause que c'est nos valeurs innées. Maintenant, concernant le côté au Québec, savoir est-ce que l'entrepreneuriat c'est mal vu, est-ce que c'est bien vu, c'est quoi la. Bon,
Ça dépend de où ce que tu es au Québec. Moi, personnellement, je suis un gars qui vient de Shawinigan. Euh, Fait que, tu sais, ceux qui ne sont pas nécessairement fait, je sais pas qui écoute le podcast présentement, si vous êtes en France, en Europe, ou en Amérique centrale, peu importe. Au Québec, la façon que ça fonctionne, c'est que tu as Montréal, Québec. Les deux grandes villes. Dans le milieu, il y a Trois-Rivières. Si tu montes un peu, il y a Shawinigan. Shawinigan, c'est une ville que, dans le fond, il y avait des barrages hydroélectriques qui avaient été faits dans les années 50 et c'est devenu une ville incroyablement prospère où des grosses compagnies de papeterie et d'aluminium se sont installées. Bon, pardon, je mangeais du Tim Hortons en bon canadien avant le podcast. Fait que là, j'ai de la maillot dans la gorge. Euh, fait que ces entreprises-là avaient des excellents salaires. Tu sais, on parle de 75 de l'heure dans les années 80, là, fait que pré-inflation. Et c'était des emplois qui étaient protégés par des syndicats. Donc, très bon salaire, mondialisation, l'arrivée des lignes à haute tension qui permettent de pousser l'électricité qui est produite à Shawinigan, à Trois-Rivières, à Montréal, à Québec, puis dans d'autres régions où c'est plus près des grands centres, ce qui permet justement de faire un usage plus productif de cette électricité-là. Ça fait en sorte que toutes les grandes compagnies sont parties de Shawinigan, sont parties de la Mauricie, ils ont été s'installer au Mexique, ils ont été s'installer ailleurs à travers le monde. Et ça a fait un climat en Mauricie qui est très, très particulier. Où, un peu comme à Détroit, où ce que l'industrie automotive a été en déclin à cause de justement que toutes les compagnies sont parties des États-Unis et de ces régions-là, où la population s'est retournée vers l'État pour empêcher ces compagnies-là de partir et faire en sorte de les forcer à travers la coercion de rester et de continuer à payer les salaires qui étaient protégés par le syndicat. Et c'est excessivement toxique dans une région à cause que ça infecte la pensée de ces gens-là, à penser que le gouvernement est là pour te protéger et pour forcer le méchant capitaliste à continuer de te donner le style de vie qu'il te doit. Et ça, c'est problématique. Maintenant, aujourd'hui, je me suis promené un peu, j'ai été vivre à Québec. Maintenant, je suis rendu en Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, moi, originalement, je viens de Saint-Georges-de-Champlain, qui est dans la région de Shawinigan. Maintenant, je suis à Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce, c'est complètement le contraire. Il n'y a eu aucune très grande entreprise qui sont. Oui, il y a des très grandes entreprises qui existent là-bas, mais pas le même genre de très grande entreprise, si je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que c'est toutes des entreprises comme qui font de la SAT, qui font de la transformation, qui vont faire des clous, des vis, des trailers, des pièces d'auto, des pièces de bateau, des pièces dans l'aéronautique. Donc, c'est toutes des industries de transformation qui ont survécu à la mondialisation et où l'économie, c'est un peu un hub entrepreneurial au Québec. Il y a d'ailleurs une école qui s'appelle l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui est excessivement connue et où la plupart des grands entrepreneurs du Québec finissent par y aller à cause que c'est comme un genre de pèlerinage dans ton chemin sur l'entrepreneuriat. Et ici, l'argent a toute une autre signification que quand que je m'en vais en Mauricie, où là, c'est vu un peu comme, c'est ça, une idéologie marxiste où c'est le méchant capitaliste contre la population. Et en Beauce, c'est tout le contraire, où l'argent, c'est bien vu. Et justement, tu fais fleurir ta communauté. Et tu es un peu comme le gaz dans le moteur de ta communauté, c'est l'entrepreneur. Et c'est très, très valorisé. Donc, ça dépend où ce que tu es. Et si tu t'en vas à Montréal, mais là, une autre conversation entièrement. Ouais, je pense qu'on a beaucoup de trucs à discuter. Je sais que tu m'as envoyé un texte que tu as écrit récemment qui va rentrer un peu. Puis tu crois que le Bitcoin est une solution pour régler bien des problèmes du gouvernement qui est trop autoritaire partout à travers la planète, plus spécifiquement au Québec. Ton texte s'applique, mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais juste que tu passes au travers de la formation un peu. C'est quoi euh, le cours, il est construit de quelle façon? Pourquoi tu l'as construit comme ça? C'est quoi le feedback que tu as reçu par rapport à des personnes qui sont intéressées? Quel genre de personnes s'intéressent à ça? Juste passer à travers ton cours, ta formation, comme ça on peut rentrer dans le cru par la suite, peut-être. Excellent. Ben, écoute, moi, écoute, je recommande fortement tout le monde à juste aller voir la vidéo de vente de cette formation-là, qui est une espèce de trailer de film de 2 minutes qui donne des frissons. Et je pense que ça donne une bonne direction à quoi va ressembler cette formation-là. Les 2 premières leçons sont gratuites. D'ailleurs, n'importe qui peut aller les consulter gratuitement.
Tout ce qu'il faut, c'est laisser son adresse courriel, bien sûr, se créer un compte. Cette formation-là, c'est une formation qu'on peut regarder en mangeant du popcorn. Okay? Je voulais que ce soit excessivement facile à consulter et que ce soit excessivement intéressant. Donc, c'est bourré de mimes, c'est bourré de blagues, c'est bourré de références culturelles. C'est une formation qui est autant historique, où justement, je m'en vais parler de l'histoire de l'argent, je parle un peu de la romantique, je parle de l'île de Yap avec le Ray, qui était l'espèce de grosse roche avec un rond dans le milieu. Tout ça filmé, je te dirais, là, j'ai fait une trame sonore qui dure pour l'entièreté. Moi, quand que je pars dans quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Écoute, je suis dans un studio de podcast en ce moment pour faire un podcast, mais je fais tout dans le. Je fais Est-ce tout que tu comme peux du monde. est-ce que tu peux changer le background en orange ou c'est je sais que tu peux changer la couleur, non? Ou Oui, sauf que orange, puis la peau, ça ne fait pas super beau. Ah, OK, Mais OK. le beau petit bleu, là, ça fait ressortir mon B de Ouais, c'est vrai. Bitcoin sur mon chandail. C'est vrai le Euh, contraste. Fait que, cette formation-là est faite pour que quelqu'un qui ne connaît rien sur Bitcoin apprenne comment est-ce que Bitcoin fonctionne. Et quelqu'un qui pense qu'il sait comment est-ce que Bitcoin fonctionne va se rendre compte que finalement, il ne comprend pas grand-chose. Moi, j'ai un background de programmeur. J'ai été regarder, j'ai analysé le code de Bitcoin, je sais comment est-ce que Bitcoin fonctionne d'un point de vue technique. J'ai fait mes études en communication, j'ai donné des conférences, je gagne ma vie en prenant des concepts compliqués et en les vulgarisant. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans cette formation-là, c'est d'expliquer comment est-ce que ça marche cette chaîne de blocs-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que la node va sélectionner quelle version de la chaîne choisir? Qu'est-ce qui arrive dans une attaque 51 Qu'est-ce que ça prend pour être capable de faire une attaque 51 Puis même avant de me rendre, je déconstruis un bloc. C'est quoi qu'il y a dans un bloc exactement? Comment est-ce qu'on fait pour construire un bloc? Toi, si ça te tente de faire un bloc, comment est-ce que tu pourrais le faire avec un crayon et un papier? Donc, je m'en vais dans le détail, mais je garde tout ça de façon intéressante en donnant des exemples concrets. Et la base un peu de cette formation-là, c'est les 3 innovations uniques de Bitcoin. Donc, on a la rareté numérique. Et ça, c'est la première fois de l'histoire qu'on a accès à la numérisation de la rareté, puis ça, c'est fondamental. Ensuite de ça, il va y avoir le droit inaliénable à la propriété. Et ça aussi, c'est quelque chose de complètement génial. Le fait que tu es capable de donner un droit de propriété à quelqu'un que tu ne peux pas y enlever, que c'est impossible. Et je veux dire, avec Bitcoin Strip, on est capable de faire une transaction Bitcoin que, je ne sais pas moi, si tu ne veux pas te faire enlever ton argent par le gouvernement, tu fais une transaction, tu as, je ne sais pas moi, 15 Bitcoins, tu les envoies à une adresse, puis tu fais en sorte que dans ton adresse, tu ne puisses pas dépenser ce Bitcoin-là avant 15 ans. Le fonctionnaire, il va l'oublier, là. Mais, puis, je parle aussi là, de comment est-ce que tu peux protéger tes bitcoins, justement, face à en anglais, il appelle ça le plausible deniability. C'est quoi ce concept-là? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça s'applique à l'univers du Bitcoin? Mais la troisième grande innovation de Bitcoin, c'est la monétisation de l'énergie. Comment faire pour être capable de transformer de l'électricité en valeur monétaire? Et ça, c'est absolument révolutionnaire. Et le fait que les environnementalistes capotent autant sur la consommation d'énergie de Bitcoin fait juste prouver à quel point ils n'ont rien compris et qu'ils ne sont pas posés qui n'ont pas étudié la question pendant plus que 15 minutes. Et dans cette formation-là, je démontre scientifiquement, purement mathématiquement, pourquoi est-ce que Bitcoin est nécessaire si on veut être capable d'adopter les énergies renouvelables et de, entre guillemets, sauver la Terre là, de ce réchauffement climatique-là qui est si dangereux. Si tu penses que c'est vraiment un si gros danger que ça, premièrement, il faudrait qu'on arrête toutes les banques et le système de carte de crédit parce que ça prend plus d'énergie que Bitcoin. Mais non seulement ça, mais si on veut être capable de monétiser les éoliennes, l'énergie des vagues, de la mer, les panneaux solaires et tout ce genre de technologie-là, si ça nous prend Bitcoin, on n'a pas le choix. Fait que ça, c'est le troisième pilier de la formation. Sans parler des banques, mais aussi toute l'industrie militaire pour maintenir le statut du dollar comme l'argent standard de la planète. Ça prend vraiment du temps avant que le monde catch à quel point c'est vrai ça. Tu écoutes ça la première fois, puis moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu cet argument-là, j'étais comme « Ouais, mais tu sais, je veux dire, à quel point? » Et c'est là qu'on se rend. Faites juste, là, les gens qui nous écoutent, si vous ne l'avez jamais fait, allez sur Google, cherchez une map de toutes les bases militaires américaines partout à travers le monde. Ça, c'est la première étape. Là, on se rend compte qu'il y en a juste partout. Okay? Je veux dire, la plupart, monsieur, madame, tout le monde ne savent pas qu'en Allemagne, actuellement, l'Allemagne est sous occupation américaine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a jamais arrêté. Même chose pour le Japon. Puis que les États-Unis ont des bases militaires en France. Ils en ont dans tous les pays du monde quasiment. Ils en ont des
des centaines, si ce n'est pas des milliers. Deuxième chose, la plupart du monde ils disent ouais, mais tu sais, le dollar canadien ou l'euro, tu sais, c'est pas le dollar américain. Puis ils ne voient pas le lien macroéconomique et l'interdépendance entre les devises entre elles. Au Canada, on a vendu l'ensemble de nos réserves d'or. On n'a plus d'or au Canada. Okay, c'est fini ce temps-là. À la place, on a un panier de devises étrangères qui est construit à, je le dis dans la formation de mémoire, c'est quelque chose comme 65 de dollars US, 35 de, Euro. non, mais dans le fond, c'est une devise qui est issue par l'IMF. C'est une devise spéciale pour les pays. Et l'euro, c'est le même principe. Donc, l'euro est backé à plus que 50 par du US. Le Canada est backé à plus que 50 par du US. Fait que l'euro puis le canadien, c'est un dérivatif de dollar américain. Et le dollar américain, la seule raison pourquoi il y a toute sa valeur, c'est à cause de toutes les bases militaires partout à travers le monde qui sont payées par le gouvernement américain. Fait que, oui, l'armée, la violence est ce qui donne la valeur au dollar US. Et ça prend un certain temps avant que les gens fassent leur recherche Google puis se mettre à l'aise avec ce concept-là parce que c'est très, très malaisant de penser que quand tu étais jeune, c'est sûrement que tu écoutais des films puis qu'il y a tout le temps là, les méchants dans le film avec leur plan machiavélique, puis leur espèce d'histoire de on va ou l'Empire romain, parce que les empereurs, là, ils taxaient la population, puis ils étaient méchants, puis c'était des narcissiques, puis c'était des mégalomanes, puis tout le kit. Puis finalement, on se rend compte en étudiant l'histoire que aujourd'hui, avec l'inflation et le fait que tout le monde est sur le dollar US, que la Réserve fédérale crée un paquet de dollars US à partir de rien, ça fait juste dévaluer puis voler le pouvoir d'achat de toute la terre qu'utilisent, tous les pays qui utilisent le US se font voler leur énergie. Parce que dans le fond, l'argent, c'est quoi? C'est une façon de conserver ton énergie puis ton temps. Fait que quand tu voles l'argent de quelqu'un, c'est comme si tu lui volais son énergie puis son temps. Puis ça, c'est une forme d'esclavage, à mon sens. Fait que l'effet d'imposer un standard de dollars américains sur toute la planète, puis ensuite de ça, de dévaluer ce dollar-là, c'est un peu comme une façon de prendre toute la planète et de la rendre en esclavage d'une certaine façon. Et ça, on écoute les films, puis on fait comme waouh, tu sais, le méchant, il est donc bien méchant, mais souvent, la réalité est encore plus wild, puis est plus intense et incroyable que la fiction. Parce que si on mettrait tout ce qui est vrai dans un film, on regarderait le film, puis on dirait, ben voyons donc, c'est arrangé avec le gars des vues. Mais la vie est pas mal plus arrangée avec le gars des vues que ce qu'on peut penser. Ouais, c'est ça. C'est ça, le fait que tout le monde se base sur le dollar US, c'est la raison pourquoi les US peuvent autant se permettre d'imprimer autant d'argent, de créer autant de dettes, parce que dans le fond, ils exportent l'inflation vers d'autres pays. Euh, Ça, c'est encore une fois un autre sujet très, très profond. Puis comme tu as dit, si on rentre, on creuse, il y a beaucoup de personnes qui disent que si le monde savait vraiment c'est quoi les banques centrales, ben, il y aurait une révolte demain. Mais bon, les gens, ça ne les intéresse pas. Ils voient le Bitcoin comme un scam, mais au contraire, ils ne réalisent pas à quel point ce qu'ils ont dans leur poche et la façon qu'ils valuent leur vie, leur temps, tout ça, c'est ça la plus grande arnaque. Donc, c'est le monde, par exemple, qui écoute ta formation, il en sort-tu de là avec justement cette vision complètement rechangée? Est-ce que t'as des personnes qui vont te contacter, ils vont te dire ça a complètement changé ma vie ou c'est quoi le retour que tu as par rapport à ta formation, de la façon que tu l'as présenté, la rareté, la propriété, tout ça? Ben, honnêtement, ça fait longtemps que je fais des formations dans la vie. Et cette formation-là, c'est celle qui a généré le plus de commentaires, de témoignages. Les gens ont juste à se rendre sur la page de plan de cours. Et il y a tellement de témoignages sur la page de plan de cours que ça fait laguer la page. Il faudrait que je fasse quelque chose là-dessus. Ça ralentit le site tellement qu'il y a des bons commentaires. Et là-dedans, il y en a que c'est des traders, que c'est des gens qui connaissaient Bitcoin, puis qui savaient, qui s'attendaient à avoir une formation sur l'investissement. Puis il y en a d'autres qui ne savaient absolument rien de tout ça, mais qui avaient juste peut-être un concern, des inquiétudes face à la tangente que prenait le gouvernement au Canada, puis qui se sont dit Bitcoin, ça pourrait peut-être être intéressant, on va regarder, ça ressemble à quoi. Je ne te mentirais pas que c'est un projet passion, c'est pas l'affaire qui m'a fait le plus d'argent, mais j'ai vraiment mis énormément de mon temps là-dedans. Puis j'ai encore d'autres leçons que je veux rajouter dans cette formation-là, parce qu'il y a tout le temps des choses qui se rajoutent. Mais non seulement ça, mais je pense que
au niveau du minage et de l'importance de démocratiser et de décentraliser le hash rate et de comment est-ce que monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser le mining pour être capable soit de rendre leur business plus productif, plus efficace, plus rentable, ou pour chauffer ta piscine, chauffer ta maison, chauffer ton garage. Donc, d'utiliser le Bitcoin mining euh, comme façon de, pour monsieur, madame, tout le monde, dans un usage qui est non commercial. Je pense que je vais sûrement refaire des leçons dans cette direction-là, parce que ça, c'est un projet que j'ai présentement. Je viens de m'installer dans une maison en Beauce, justement. Fait que là, je me suis commandé des Watts Miner M30+. Fait que là, je vais m'installer ça pour chauffer. Fait que là, je vais sûrement documenter tout ça pour faire quelques leçons là-dedans. Fait que je vais continuer de rajouter du contenu dans cette formation-là. C'est pas fait pour être une formation qui est fixe dans le temps, qui donne des conseils sur comment trader le bull market ou le bear market. C'est juste comment Bitcoin fonctionne, c'est quoi la technologie, comment ça marche, et en quoi est-ce que ça peut protéger ton capital face à l'inflation, face au vol, face à si quelqu'un, là, il t'attache chez vous, là, il rentre par infraction chez vous et qu'il veut te voler, comment tu fais pour te protéger contre ça? Euh, Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ton, ton- tes 12 mots, tes 24 mots, comment est-ce que tu fais pour les obfusquer pour faire en sorte que ce soit plus difficile que quelqu'un y trouve 12 mots sur un bout de papier? Ah, j'ai taclé, mais non, finalement, c'est juste un honeypot. Puis dans le fond, mon vrai stack, c'est ces 12 mots-là, plus d'autres choses qui est ailleurs. Fait que, je parle un peu de tout. Les commentaires sont tous super bons. C'est pas cher. Elle est fun à regarder. Je suis vraiment fier de ce produit-là. Fait que, déjà, allez regarder la petite vidéo de vente. Vous allez tout comprendre la vibe. C'est pas vraiment une vidéo de vente, c'est juste comme une série de clips Je vais mettre le de, lien. de 60 minutes avec le gars qui était à Fed, ce qui disait qu'ils vont imprimer plein d'argent avec Jerome Powell. Après ça, j'ai mis Cathy Wood, Elon Musk. C'est juste un mash-up de plein de monde qui disent des quotes cool. Puis ça représente l'esprit de la formation. À la fin, je parle un peu des identités décentralisées. Je parle des CBDC qui s'en viennent. Je fais quelques prédictions face à tout ça pour être capable de revenir 5 ans plus tard et dire je vous l'avais dit. L'importance des identités décentralisées, comme ce qu'on voit avec Nostr présentement, qui est basé, je pense, sur Ion, qui était un projet qui a été starté par Jeff Buckman, je pense, qui était chez Microsoft dans le temps. Maintenant, il est rendu uniquement pour la fondation. En Ça tout fait cas, un bout que j'ai pas suivi. À chaque fois que tu réponds, tu ouvres comme trois sujets, trois nouveaux sujets. Mais pour revenir au mining, dans le temps, on faisait de la consultation avec Verify. J'ai déjà vu un IGA que, genre, dans le rez-de-chaussée où il y avait une couple de miners, là, il y a quelques dizaines. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis moi-même, j'ai essayé de miner dans le temps en 2017. On avait 100 miners, moi, puis quelques collègues installés dans le quartier de la mode à Montréal. Mais malheureusement, le Hydro-Québec a imposé un moratoire. Je ne sais pas si tu es au courant de toute cette histoire-là dans ce temps-là où tu n'étais pas trop intéressé rendu là. Mais grosso modo, ils ont augmenté le taux industriel d'électricité qui est comme dans le temps, c'était à 3 quelques cents par kilowatt, mais pour les mineurs, ils l'ont augmenté à 15 cents kilowatt juste pour le temps de décider qu'est-ce qu'on va faire avec le mining puis les méchants mineurs qui viennent nous voler l'électricité. Puis ça a fait en sorte que ça a vraiment fait peur à toutes les compagnies de mining dans le monde. Fait que, à place de choisir le Québec, qui était, selon moi, un endroit rêvé, un Eldorado possible pour le Québec, potentiel de générer des emplois, une nouvelle industrie complètement un peu comme le Texas, mais malheureusement, à cause du gouvernement québécois, sont partis ailleurs à cause que justement le climat politique, l'incertitude de commerce, institut d'affaires fait en sorte que bon, le Québec, ça n'a pas été un choix. Mais toi, tu vois quand même un potentiel futur de mining où chacun peut miner chez soi. Moi, je t'avoue que je vois ça d'un un peu de reculons dans le sens que je l'ai expérimenté puis ça m'a comme pas trop donné d'espoir pour le Québec, mais peut-être toi, tu as une histoire différente. d'un point de vue résidentiel, c'est pas du tout la même game que dans un point de vue on fait une opération de mining pour mining. Je pense que le mining a un excellent avenir
lorsqu'on utilise le byproduct du mining, qui est la chaleur. Donc, si tu veux avoir une serre où tu as besoin de la chaleur. Si tu chauffes ton garage déjà, si tu as des chaufferettes électriques, tu as des chaufferettes au gaz, ça te coûte, tu as des coûts qui sont rattachés à ça. D'acheter un miner ou deux, ça fait absolument du sens. Maintenant, c'est possible on peut se faire imprimer des shrouds qu'on met par-dessus les miners. Tu fais imprimer ça en 3D. Moi, j'ai un imprimante 3D, fait que ça va bien, mais maintenant, les imprimantes 3D, ça coûte quasiment plus rien. Moi, la mienne, j'ai une Ultimaker S5, j'allais payer 7500$ dans le temps. Maintenant, je pourrais m'acheter un Bamboo Lab à 1200$ puis être meilleur que mon Ultimaker. Fait que on peut s'acheter des imprimantes 3D ou sinon, tu peux commander sur Internet. On peut se faire venir des shrouds pour être capable de connecter ton miner en série dans ton système d'aération, dans ton système de chauffage. Tu peux faire de l'immersion dans de l'eau minérale et ensuite tu prendre un dissipateur de chaleur pour faire en sorte que ce soit complètement silencieux. Tu mets ça dans ton garage, tu mets ça avec un bloc qui permet d'échanger avec ton liquide puis avec ton eau pour être capable de chauffer soit ton spa, soit ta piscine. Fait que, tu sais, si tu dépenses, je ne sais pas, moi, 4, 5, 600, 1000, 2000 $ par année en électricité pour être capable de chauffer X, Y, Z, ça fait tout son sens d'investir 2000$ pour avoir ton miner ou 2500$ pour avoir ton miner, d'utiliser la chaleur comme byproduct et de réduire ton coût au final pour être capable de chauffer à cause que tu es capable d'avoir les bitcoins qui sont en retour que tu peux vendre ou que tu peux garder. Et ça, je pense que si monsieur, madame, tout le monde se met tout à faire ça, de un, c'est vraiment bon pour la hash rate. De deux, oui, ça prend plus d'énergie. Fait que, les environnementalistes sont peut-être pas des fans de cette solution-là, mais ce qui est le fun aussi quand tu mines, c'est que ça te donne accès à des bitcoins qui ne sont pas KYC. Fait que, rendu là, c'est là qu'il faut que j'arrête de parler parce que sinon, les services secrets canadiens, comment ça s'appelle? Le C6 va venir cogner à ma porte. On va se faire censurer. On va se faire kidnapper, mais moi, je suis au Mexique, je suis safe. Je sais pas Tout s'ils est ont, correct. je sais pas s'ils ont des pouvoirs extrajudiciaux, là. J'espère que non. Mais, mais tout Ouais. ça pour dire que pour fermer la porte sur le mining, je pense que faire une opération de mining pour miner, si tu n'es pas une compagnie d'énergie, c'est un peu risqué à cause que tu dépends de l'accès à l'énergie vraiment cheap. Au Québec, tu ne peux pas te faire une opération de création énergétique sans licence au Québec. C'est la même affaire dans tout le reste du Canada. Là. Je veux dire, en Alberta, il y a une compagnie de mining qui a eu une méchante grosse amende à cause qu'ils se sont fait des générateurs pour être capable de miner. Puis la quantité d'énergie qu'ils généraient avec leurs générateurs dépassait un threshold qui a fait en sorte que le gouvernement ne voulait pas. Il fallait absolument qu'ils achètent la grid. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommageable parce que c'est un monopole qui est enforced par l'État, qui est enforced par la menace implicite de violence. Et c'est juste au détriment de la quantité d'énergie qu'on a besoin finalement dans le futur. Parce que si on regarde les prévisions au niveau d'Hydro-Québec, là, présentement, on a un surplus de, je pense que c'est 5 TWh par année d'énergie. Mais on s'en va vers un déficit de -8 dans même pas 5 ans. Okay? Fait qu'il faut que monsieur, madame, tout le monde, ils commencent à s'acheter des panneaux solaires puis des petites éoliennes. Peut-être que les panneaux solaires, c'est un peu stupide au Québec, mais des petits barrages, quand tu es capable de t'en faire dans ta cour en arrière ou des façons décentralisé de créer et de produire de l'électricité. Si on regarde ce qui vient de se passer en Ukraine, là, la Russie vient de faire sauter un barrage qui a complètement inondé, je pense que c'est comme 500 000 personnes qu'il faut qu'ils s'en aillent de là. Il y a une usine de production nucléaire qui va bientôt se faire inonder à cause de ça. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça. Les barrages, dans un monde où il n'y a pas de guerre, c'est génial. Mais dans un monde où tu peux avoir un missile tactique qui vient faire exploser ton barrage, un peu problématique. C'est des central point of failure. En passant, Exact. c'est controversé si c'est la Russie ou l'Ukraine qui a fait exploser le barrage parce que. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mes chips pour cette affaire-là sont sur la Russie parce que c'est ça qui ça les avantage vraiment à cause que ça réduit la longueur de la front line Ouais, sur mais laquelle il faut qu'ils déploient leurs troupes j'ai temporairement. pas rentré dans les détails, mais ce que j'ai entendu, c'est que la région qui est inondée, ben, c'était plus des pro-russes. Ben, c'était ethniquement russe. Fait que c'est ça qui faisait pas de sens que ce soit la Russie, mais bon, on va Ouais. pas rentrer dans les détails de ça, là. Moi, d'ailleurs, je reviens de Pologne, là, puis évidemment, c'est très proche de l'Ukraine. Fait que c'est la première fois que dans mon village, ben dans le village, c'est une ville de 50 000 habitants où ma famille habite, j'ai entendu parler anglais dans un restaurant, puis c'était des Américains, justement, on parlait des Américains qui sont partout à travers la planète sur des bases militaires, ben justement, c'était des militaires américains.
partout où sont les Américains, sont très bruyants et ça paraît, tu le sais qu'ils sont Américains dès que tu rentres dans le resto. Puis justement, je parlais avec mon oncle puis tout ça, puis quand la guerre a commencé, il était vraiment dans, tu sais, l'atmosphère en Pologne était vraiment sombre et glauque, puis le monde ne voyait pas vraiment d'espoir dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer. Fait que oui, effectivement, tout ce qui est tu sais, énergie, tu sais, tout ce qui est euh, potentielle menace militaire, là, ça fait penser. Puis moi, il m'a parlé parce que moi, par exemple, je suis allé au Mexique suite à ce qui s'est passé au Canada. Puis il m'a dit, est-ce qu'il y a de la place au Mexique pour si jamais ça déborde vers la Pologne? Lui, il dit qu'il va aller au front, là, se battre contre les Russes. Mais pour les jeunes, puis tout ça, genre, avoir une seconde option. Puis moi, la première chose que je lui ai dit, prends au moins un peu de ton capital, achète un Bitcoin, deux Bitcoins, tu sais, sont pas pauvres, là. Il y a quelques appartements, puis tout ça, je lui dis, au moins, aie un peu d'argent dans le Bitcoin, pas pour spéculer, pas pour avoir, tu sais, devenir plus riche ou whatever, mais vraiment avoir une sortie de secours potentielle si jamais les trucs s'en vont vraiment south, comme on dit. Puis j'arrive pas à le convaincre, tu sais, c'est comme il y a toujours quelque chose qui le bloque. D'ailleurs, à place d'acheter du Bitcoin, lui puis mon cousin, ils ont tradé un peu de shitcoin. Puis évidemment, ce qui est arrivé, c'est arrivé tout ce que j'ai dit de pas faire, ils l'ont fait. Puis ils sont pas stupides, là, sont smart, tu sais. Euh, fait que là, ils sont en train de. Plus, vu que j'étais là, j'ai encore parlé un peu. Fait que là, les choses ont bougé un peu de l'avant. Mais oui, c'est. Mais ça, je pense que c'est des gens qui n'ont jamais eu à bouger des grosses sommes d'argent entre des frontières. Quand Ouais. tu as une business, il faut que tu achètes de l'inventaire en Chine, puis il faut que tu t'appelles ta banque, il faut que tu te chicanes avec le banquier pour dire regarde, là, j'ai besoin de payer mon bill pour être capable de recevoir mes commandes de stock, pour être capable de faire opérer ma business. Pourquoi est-ce que, oh non, il faut que tu achètes à 5 000 par semaine pendant un mois, après ça, il faut que tu augmentes à 15 000, après ça, il faut que tu augmentes à 30 000. On ne peut pas faire toute la transaction d'un coup à cause qu'on ne sait pas si c'est pas de l'extorsion. Ta gueule, c'est ma business, c'est mon argent, je peux-tu faire ce que ça me tente de faire avec? T'sais, moi, du monde de même là, qui me disent ah, ben, je ne sais pas trop, je ne vois pas vraiment la valeur de Bitcoin ou XYZ. De un, s'ils sont convaincus, ça se peut que la merde pogne, puis ça se peut qu'il y ait une situation d'urgence où il faut qu'ils s'en aillent en dedans de 48 heures ou 72 heures, il faut qu'ils s'en aillent, il faut qu'ils disparaissent. OK? Comment est-ce que tu fais pour t'en aller dans un autre pays et t'acheter une maison si tu n'as pas de Bitcoin? Ton argent, elle reste au Canada. Tu ne peux pas la sortir comme que tu veux sortir n'importe quoi. Là. Puis quand tu t'en vas du Canada, by the way, puis que tu veux t'en aller dans un autre pays, il y a une taxe de sortie au Canada. Hein? Tu te fais imposer. Ils font un calcul de ta valeur nette. Ils regardent c'est quoi la valeur que tu vaux, puis ils font un exercice de gain en capital là-dessus, puis ils sont très généreux dans les évaluations de ce que tu vaux. T'sais, ils vont évaluer, comme moi, ma business, là, j'ai probablement beaucoup d'argent aux yeux du gouvernement. En tout cas, aux yeux des Bitcoiners. Regarde ton podcast studio, là, ça vaut de l'or, ça. Fait quand tu veux dire que tu t'en vas du Canada, ben, ils vont dire ah, mais va-t'en pas tout de suite comme ça. Comment tu nous dois avant de partir? Puis ça, c'est la même chose aux États-Unis. Il y a cette taxe de sortie-là. Il y a plusieurs pays partout dans le monde qui ont instauré des taxes de sortie sur leur citoyenneté. Et ça, la plupart des gens ne savent pas ça. Et de deux, c'est ça qui est le fun avec Bitcoin, c'est qu'il y a de plus en plus de juridictions qui sont gentilles avec les gens qui ont des Bitcoins. Présentement, celle qui est la plus gentille, ça va être au El Salvador, mais éventuellement, il va en avoir d'autres. Des places, en ce moment, il y a une couple d'îles dans les Caraïbes que tu peux acheter ta citoyenneté pour à peu près 150 000. Ça s'en va de 150 à 300, 500, 600 pour les îles Caïmans, mais bon, tu peux acheter ta citoyenneté, c'est une commodité. La plupart ne veulent pas les acheter. Tu ne peux pas les acheter en Bitcoin pour la plupart des cas. Il faut que tu achètes l'argent dans des actions pour les compagnies locales. Où il y a comme différents moyens d'investir pour être capable d'aller chercher ta citoyenneté. Au El Salvador, si tu as 3 Bitcoins, ils te donnent ta résidence, puis après ça, tu as un fast track pour être capable d'obtenir ta citoyenneté. Fait qu'il va y avoir d'autres juridictions qui vont venir comme ça. Ou si tu te fais chier quelque part, mais regarde, j'ai un menu de pays qui veulent m'accueillir, qui ne me poseront pas de questions, qui vont me laisser investir dans le marché local avec la crypto-monnaie, avec mes bitcoins. Et on est au début de ça. Puis le gars, là, qui est ton soldat, si la merde à pogne, puis que si lui, il ne veut pas aller se battre au front, lui, il veut y aller au front, là, mais c'est son problème. Pour ceux qui ne veulent pas aller se battre au front, s'il faut qu'ils s'en aillent, je pense à la conscription des années 50. Si tu ne voulais pas te battre avant, il fallait que tu te caches. Tu te caches dans ton sol quand le monsieur du gouvernement vient. Maintenant, tu peux juste prendre tes affaires, tu t'en vas. Puis
tu es capable de prendre toute ta valeur nette et de la traverser à travers les douanes de n'importe quel pays avec 12 mots dans ta tête. Puis ça, c'est révolutionnaire. Et si tu comprends pas ça, tu pas assez d'imagination sur à quel point est-ce que les choses peuvent tourner au vinaigre rapidement. Et ces gens-là qui manquent peut-être de créativité ou d'imagination, je pense qu'ils ont juste à regarder la situation en France aujourd'hui. Voilà. Ben, plein de situations, c'est que on est dans une époque où tu vois les signes de potentielles catastrophes qui pourraient arriver. Tu sais. C'est comme la Deuxième Guerre mondiale n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est pas comme si tout allait bien, puis bam, finalement, oh, il y a une guerre. Tu sais. Non, c'est des signes et des signes pendant de nombreuses années qui démontraient qu'il y a quelque chose qui était en train de se préparer. Puis on le voit partout à travers la planète. Puis avant, oui, tu pouvais t'enfuir avec ton argent avec de l'or, tu sais, mais de l'or, c'est physique, fait que ça prend de l'espace. Puis à quel point tu peux cacher de l'or sur toi ou à l'intérieur de toi, ben, c'est limité par le fait que c'est physique. Mais comme tu as dit, avec le Bitcoin, avec 12 mots, que tu aies 10 000 100 000 10 millions, c'est la même chose. Fait que c'est ça qui est complètement révolutionnaire et vraiment important à comprendre pour les gens, que c'est pas juste euh, un agent de spéculation, mais vraiment une bouée de secours dans une potentielle. Puis tu sais, tu as dit que tu peux pas acheter nécessairement une citoyenneté directement avec le Bitcoin, mais moi, je pense qu'une fois que tu arrives dans un pays, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à acheter ton Bitcoin cash. Il suffit de demander. Moi, je reçois mon salaire en Bitcoin ici au Mexique. Fait que j'ai même pas de compte de banque. Je suis sans aucun problème si j'ai besoin de pesos. Il y a toujours des personnes qui sont prêtes à faire des transactions peer-to-peer. Fait que c'est vraiment, c'est peut-être un peu, euh, on fait peur aux gens, mais en même temps, s'il arrive rien, ben, tant mieux. Mais s'il arrive de quoi, ben, vaut mieux être préparé que non. Exact. Super. Je pense que tu m'as envoyé un texte qui est vraiment intéressant. Je l'ai lu parce que je ne sais pas s'il est déjà publié ou si tu as un Euh, secret ou tu il veux n'est en pas encore parler. publié, mais probablement qu'il va être publié quand que tu vas publier cet épisode de podcast-là. Fait qu'on va pouvoir mettre le lien. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, oui, dans le fond, j'aurais aimé ça en parler avec toi pendant le podcast parce que c'est quelque chose qui me chicote depuis très, très longtemps, ce concept-là d'utilisation de Bitcoin pour être capable de légitimiser les finances publiques. Et, euh, et je pense que ça vaut la peine là, qu'on ait une couple de discussions ou juste de penser les idées que j'ai apportées dans cet article-là avec d'autres personnes puis d'en parler, savoir si on peut peut-être les faire dans mon raisonnement. Parce que moi, je pense que c'est un bon raisonnement. Mais probablement qu'il y a d'autres personnes, quand ils vont lire, qui vont faire comme ah non, ça, cet aspect-là, je pense que je suis peut-être pas d'accord à 100%. Fait que avant qu'on commence par en parler, toi, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu l'as lu? Écoute, bon, ben, pour commencer, ben, juste, je pense qu'avant d'en parler de qu'est-ce que j'en ai pensé, il faut introduire le sujet, puis pourquoi ça pourrait être controversé, cet article-là. C'est qu'en fait, tu arrives à la conclusion. Je m'y attendais pas pour le vrai. Je m'y attendais pas que tu allais proposer cette solution en particulier. C'est que toi, tu présentes tout un peu l'historique de pourquoi les gouvernements, même s'ils veulent bien faire, finissent par pas bien faire les choses parce que les retombées euh, euh, des conséquences, les retombées non voulues de n'importe quelle action fait en sorte qu'il y a un butterfly effect qui fait en sorte que finalement les choses ne marchent pas. Fait que la politique, ça ne marche pas, mais une façon de au moins avoir une visibilité sur la politique, c'est d'avoir le pouvoir en tant que citoyen d'auditer le gouvernement exactement comme le gouvernement a le droit de nous auditer, nous, à n'importe quel moment. Mais tu présentes, par exemple, le fait qu'au Canada, euh, l'accès à l'information supposément est un droit, mais qui est bafoué dans les dernières années. Donc, quand tu demandes de l'accès à l'information, c'est souvent censuré, on trouve des excuses pour ne pas le partager. Fait que toi, ta solution, c'est que si tu serais un dictateur, tu as comme 3 décrets, je vais te laisser les décrets en détail. Ben, vas-y, peut-être, c'est quoi tes 3 décrets si tu deviens dictateur du Québec, du Canada, pour régler les choses une fois et pour toutes, là? Ben, c'est ça qui est particulier, c'est parce que l'article est quand même assez long, là, mais le bout avec le steak est court. Tu sais, le bout où il y a toute la viande,
Tout important, J'ai-tu bien c'est comme résumé, tout paragraphe. j'ai-tu bien Oui, résumé, tu as quand Roger? même bien résumé. Dans le fond, je pars l'article en disant tout le monde chiale, tout le monde est bon pour chialer. On est tous capables de dire ah, l'éducation, c'est de la merde, ah, la santé, c'est de la merde, ah, il y a de la corruption, ah, la construction, ah, X, Y, Z. On est tous bons pour chialer. Mais c'est quand même temps de proposer des solutions que là, les gens vraiment, on voit où est-ce que leur pensée, peut-être, il y a des trous dedans. Hein, parce que tant que tu ne proposes pas de solution, ça, tu sais, c'est facile de critiquer, mais c'est difficile d'arriver avec un fixe, avec un band-aid, avec une. Tu sais, c'est lequel dans cette machine-là, l'engrenage qui fait en sorte que toutes les autres, tu sais, ça s'accumule les erreurs au fur et à mesure, entre chaque processus, entre chaque agence qui se passe la balle d'une agence à l'autre pour aller de la politique locale à la fédérale, ça retourne au local, ça retourne au fédéral, ça s'en va au provincial. Où est-ce que où est-ce qu'elle est la faute là-dedans? Puis comment est-ce qu'on fait pour régler le problème? Puis ça, c'est le problème qu'on a dans la politique de nos jours, dans les débats, ou avec la démocratie de façon générale, ça tend toujours à sursimplifier les enjeux pour faire en sorte que, que le plus petit dénominateur commun soit capable de se former une opinion là-dessus et d'aller voter pour la personne qui pense qu'il a raison. Et ça, c'est un peu un problème à cause que on n'est pas capable d'avoir les conversations difficiles à se poser. C'est quoi vraiment les problèmes qu'on a dans notre société? Et moi, la conclusion où est-ce que j'en viens, c'est que les problèmes qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de transparence au niveau des finances publiques. Et un des exemples que je donne, ça va être pendant la COVID au Canada, il y a Justin Trudeau, qui a donné 54 millions pour créer l'application Arrivecan, qui est une application très, très controversée. Et il a donné ce 50 millions-là, 54 millions, à une firme qui est composée de 3 personnes, qui ont ensuite de ça redispatché ce 54 millions-là à d'autres firmes. Fait qu'il y a une firme qui se sont pris 30 de cote sur 54 millions à 3 personnes, dans laquelle il n'y a eu aucun appel d'offres à cause qu'on était en mesure d'urgence. Et ça s'adonne que ces personnes-là ont des liens avec la Fondation Trudeau, ont des liens avec la famille de Justin. Et c'est quoi si ce n'est pas un exemple plus flagrant de corruption que ça? Et quoi dire des milliards qui ont été attribués en contrat au Québec sans appel d'offres à cause qu'on avait les maudites mesures d'urgence, où c'est tout du monde qui sont dans le même cercle, qui se connaissent tous entre eux. Ils savent qui a le droit de bider sur un contrat. Mais là, s'il n'y avait même plus de bid de contrat, écoute, il n'y avait plus d'appel d'offres. Legault, il donnait des contrats à qui qu'il voulait. Puis c'était tout du monde qui graissait les pattes, qui faisait de la pub à TV. Ensuite de ça, prend l'argent, met ça dans la contribution politique. Après ça, prend l'argent. Tu sais. La corruption qui était évidente, il n'était même pas gêné assez pour se cacher. Et ça me fait penser un peu à la chute de l'Église. Ça, c'est pas dans l'article, là. Ça me fait penser un peu à la chute de l'Église catholique où tu avais les Borgia qui faisaient des orgies à gauche et à droite. Tout le monde le savait, qui ne respectaient pas le creed de Dieu, qui ne respectaient pas ce qu'il prêchait, que c'était des débauchés, que ça n'avait aucun sens. Et éventuellement, le monde, la chute de l'Église est arrivée à cause que il y a tout le temps, avant la chute, il y a tout le temps une phase où la corruption est tellement généralisée que si tu arrêtes quelqu'un dans la rue et tu demandes hey, est-ce que tu penses que le gouvernement est corrompu? Est-ce que tu penses que le pape fait des orgies? La réponse va être oui. Là, les gens vont prendre ces clips-là hors contexte, ça va être drôle. Bref, fait que ça pour dire que ma solution, les 3 décrets du maître suprême que je dis ça, c'est que chaque transaction monétaire qui est faite à partir des coffres du gouvernement doit être faite en Bitcoin. Ça, c'est step 1. Ensuite, ça, step 2. C'est important que chaque entité à qui les fonds sont envoyés soit enregistrée dans un KYC public. Les Bitcoiners, on sait c'est quoi un KYC, on a tout fait à peu près 50, ça fait chier. Il y en a des KYC pour monsieur, madame, tout le monde, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas pour les agents gouvernementaux, pour les institutions qui reçoivent du capital à partir du gouvernement? Fait que, du moment où ce que chaque transaction, où ce que l'argent part du gouvernement et s'en va soit à une firme privée, ou que ça s'en va en salaire pour un ministre, ou que ça s'en va, peu importe c'est quoi. Si c'est sur le blockchain, et si sur le blockchain, puis quand que je parle d'un KYC, je ne l'ai pas expliqué, il y a quelque chose qui est assez controversé récemment avec Bitcoin, qui est les ordinals, les inscriptions. Il y a des Bitcoiners qui sont pour, il y a des Bitcoiners qui sont contre. Moi, je tombe dans le camp des gens qui sont pour, à cause que je pense que si tu veux avoir un ledger public, c'est important d'avoir des factures publiques. C'est important d'avoir une façon d'encoder l'information qui décrit le contenu des transactions de façon publique, impossible à éditer après le coup.
pour qu'on puisse avoir un état de compte en temps réel de tout ce qui est dépensé par le gouvernement. Donc, le gouvernement décide d'acheter, je ne sais pas moi, des missiles de Raytheon. La transaction est faite en Bitcoin sur le blockchain. Raytheon est enregistré, il a fait une transaction en ordinals où ce qui a donné son numéro d'entreprise, qui a signé la transaction et qui fait en sorte que, bon, on sait que quand les gens envoient de l'argent à cette adresse-là, c'est Raytheon. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont signé une transaction qui claim que eux autres, c'est Raytheon. Bon, tout simplement. Fait que le gouvernement envoie l'argent à Raytheon et dans cette transaction-là, tu peux inclure les méta-informations de la facture. Fait qu'est-ce que tu as acheté item par item, à quel prix, à quelle date, c'est qui la personne qui a signé cette affaire-là, qui a accepté cette dépense-là. Tout pourrait être hébergé sur le blockchain, sur Bitcoin, sans avoir besoin de shitcoin, sans avoir besoin d'une base de données publique, sans avoir besoin de collaboration avec le privé. Tout pourrait se faire. Et là, les gens vont me dire: «Ouais, Molly, c'est bien trop compliqué tout ça». Sauf qu'au Canada, on a déjà un système de transfert entre banques qui existe où ce que moi, si je veux payer mes comptes au gouvernement, je choisis le gouvernement dans ma liste là, des comptes à qui je vais envoyer de l'argent ou je choisis l'entreprise privée X, Y, Z. Fait qu'il y a déjà un genre de registre de tous les comptes de banque qui sont associés à qui. Puis quand tu veux faire des transferts, il l'a déjà. Fait que c'est quoi de juste rajouter une adresse Bitcoin à chacun de ces comptes-là et que, par défaut, quand le gouvernement arrive pour faire un transfert d'argent à cette entité-là, à la place que la transaction se fasse en argent, elle soit convertie on the spot en Bitcoin, que la transaction se fasse sur le blockchain, que le record soit fait sur le blockchain et que la banque de l'autre côté reconvertisse l'argent en canadien puis le dépose dans le compte de la personne. Un peu comme que Strike fait au El Salvador. C'est quelque chose qu'un pays du tiers-monde est capable de faire. Tu sais, je veux dire, je veux pas parler en. J'adore le Salvador, je reviens de là. C'est un super beau pays, mais il y a un PIB de 4000 pièces par personne. C'est pas le pays le plus riche du monde. Si les autres sont capables, je pense qu'au Canada, on est capable. Fait que c'est un peu ça ma solution. Juste un commentaire à dire par rapport aux orgies publiques de l'Église. Moi, la raison pourquoi j'ai quitté le Québec, c'est que justement, si tu demandes à quelqu'un dans la rue s'il y a des orgies qui se passent dans le gouvernement, ils vont dire ben non, le gouvernement veut notre bien. Puis c'est ça que je trouve absolument intolérable avec le Québec, c'est que les gens comme moi puis toi, puis mes amis, ils sont pas mal tous dans le même camp, je te dirais, sinon je pense pas que je serais ami avec eux. Ben, on voit un peu c'est quoi de la corruption, puis tout ce qui se passe, alors qu'une grosse partie de la population elle refuse de croire, de penser que le gouvernement veut leur faire du mal ou veut les exploiter d'une quelconque façon. Fait que ça, c'est juste pour clore le sujet. Euh, Fait que oui, comme j'ai dit, ben, pas pour clore le sujet, c'est un commentaire, tu peux le dire. Mais pour revenir aux ordinals, justement, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment quelque chose qui a été controversé récemment dans le Bitcoin parce que le monde utilisait les inscriptions. En fait, les ordinals et les inscriptions, c'est deux choses différentes. Les ordinals, c'est une façon de voir le blockchain et de le classifier. Puis les inscriptions, c'est utilisant cette nouvelle façon de voir le blockchain grâce à une numérotation de Satoshi, c'est justement être en mesure de rajouter des métadonnées. Puis les métadonnées que tu peux mettre dedans, ben, ça peut être comme tu as dit, des NFT. Je ne sais pas si tu as mentionné les NFT. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les wizards du Bitcoin ont eu du fun à envoyer plein de NFT dans le réseau du Bitcoin. Puis ça fait en sorte que les frais de transaction ont augmenté de manière significative. Fait qu'une transaction pouvait facilement coûter quelques dizaines de dollars. Fait qu'évidemment, une transaction qui coûte quelques dizaines de dollars, si tu veux envoyer seulement 10 dollars en Bitcoin, ben, ça fait pas de sens parce que tu payes plus en frais. Et c'est ça qui a vraiment choqué la communauté, c'est qu'il y a un moyen d'attaquer en quelque sorte le réseau du Bitcoin avec des, euh, des, des images qui n'ont aucune valeur en tant que telle économique. C'était juste pour le fun, tester la technologie. Alors que l'autre camp disait que ben, si la technologie le permet, ben, on devrait l'accepter, puis ça fait en sorte qu'il y a plus de frais dans le réseau du Bitcoin. Fait que c'est quelque chose de positif. Fait que moi, personnellement, je trouvais que la réaction était trop. Euh, la réaction contre était vraiment exagérée parce que là,
le hype est fini, les coûts de transaction sont revenus à 1 à 10 Satoshi par VByte. Fait on est revenu à la normale. Fait que moi, je pensais que ça allait juste se calmer par soi-même, mais toi, tu dis, à place les inscriptions, à place de faire des NFT, ben, on peut vraiment mettre du data qui est important, du data qui sert aux citoyens de vérifier des choses. Mais pourquoi les inscriptions? Parce que il y a des façons de mettre du metadata comme Open Timestamp, d'autres protocoles dans le réseau du Bitcoin qui existent avant les ordinals, les inscriptions. Fait que pourquoi cette solution en particulier? Est-ce que c'est parce que c'est plus efficace? Est-ce que tu as pensé à d'autres protocoles, Open Timestamp, whatever, qui permettraient de faire ça aussi? Fait que juste curieux d'un point de vue technique, y a-t-il une raison particulière? Parce que je t'avoue que j'ai pas Puis toi, t'es développeur, fait que t'as sûrement plus de choses à dire là-dessus. Fait que pourquoi les ordinals des inscriptions? Pourquoi pas une autre solution? Je vais t'avouer que j'étais pas, je sais pas c'est quoi les open timestamps. Je sais pas à quoi ça ressemble au niveau de la quantité de données qu'on est capable de rattacher à l'intérieur d'un bloc Bitcoin. Est-ce que c'est sur le blockchain? Est-ce que c'est une parachain? Euh, Moi, ça fait longtemps que je pense à ça et je pensais à ça avant les ordinals. Et historiquement, je me suis tout le temps dit, bon, ben, ça prendrait une autre base ça prendrait une sidechain un peu à la Liquid qui est une base pour avoir une architecture similaire à Storage ou à Filecoin ou à les autres protocoles décentralisés d'hébergement de données. Mais j'ai jamais été un fan de ces sidechains-là parce qu'il y a tout le temps d'autres counterparties qui peuvent se rentrer là-dedans. Il y a tout le temps du risque qui est rajouté. Alors que là, avec les ordinals, c'est vraiment, tu as 4 megs par bloc où ce que tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux mettre des vidéos si tu veux, tu peux mettre des jeux, tu peux mettre des images, tu peux mettre n'importe quel type de fichier que tu veux. Et c'est facile, ça serait assez simple de prendre un fil JSON, de le compresser, de le crammer là-dedans. Et on serait capable, moi j'ai dit un exemple d'à peu près 5000 factures, donc détails de transactions, qui a plusieurs items dedans par bloc Bitcoin. Je pense qu'on serait capable avec des algorithmes de compression de monter ça à beaucoup plus que 5000. Et c'est juste une façon d'utiliser le blockchain qui est à cause que, bon, on prend les NFT. Les gens qui vont écouter, sûrement qui ont entendu parler des Bored Ape, toutes ces affaires-là, les NFT qui sont sur OpenSea. Les gens qui ont acheté des NFT, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils n'ont pas acheté les données de l'image du NFT. Ils ont acheté l'URL qui est d'un fichier qui est hébergé sur les serveurs d'Amazon. OK, le NFT n'est pas sur le blockchain en tant que tel. Et ça, j'ai tout le temps trouvé ça complètement ridicule parce que si les serveurs d'Amazon shut down, ton NFT est gone, tu as juste l'URL. Ensuite de ça, il n'y a pas vraiment de protocole qui est fait pour être capable d'avoir énormément de redondance et de disponibilité sur les données que tu vas mettre dans le blockchain. Et quand tu as énormément de redondance et que tu as énormément de disponibilité, ça fait en sorte que les coûts sont élevés à cause qu'il faut que tout le monde ait une copie de ça. Sauf que je ne pense pas que ça vaut la peine que tout le monde ait une copie d'un dessin de crapaud, mettons. Je ne pense pas que ce soit important. Par contre, il y a quelqu'un qui a mis la Bible sur Bitcoin. Maintenant, la Bible est sur Bitcoin. Tant que Bitcoin va exister, il va y avoir une copie de la Bible là-dessus. Je pense que c'est un bon usage du block space sur Bitcoin. Je pense que l'objectif de Bitcoin, c'est un peu d'être capable de protéger les droits de propriété des gens face au gouvernement et face au vol des tyrans ou de n'importe qui voudrait utiliser la violence pour te forcer à donner ton capital. Mais je pense que ça peut aussi être un très, très bon outil de préservation de la démocratie. Et sans transparence, tu ne peux pas avoir de démocratie. Puis qu'est-ce qu'on a présentement? On peut dire qu'est-ce qu'on en pense. Oui, on a un vote, mais c'est un vote qui est fortement influencé par le capital et la corruption qu'il y a dans la création de capital. Et on a un dictateur aux 4 ans qui continue de fucker le système pour faire en sorte qu'à la prochaine élection, elle soit encore de moins en moins intègre. Et c'est pas d'hier qu'on doute de l'authenticité des élections. En Rome antique, là, dans le temps de la République, là, dans l'an moins 200, là, les Romains, de génération en génération, ils trouvaient que c'était de plus en plus corrompu, puis qu'ils faisaient de moins en moins confiance aux élections dans lesquelles ils participaient. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Jules César est arrivé, puis il a dit c'est fini, il n'y en a plus. Puis je suis un empereur, puis après ça, c'est juste des empereurs après Jules César. C'est arrivé graduellement l'érosion de la démocratie. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Et c'est un peu la même chose qui est en train de se passer présentement, surtout avec l'arrivée des machines pour être capable de faire le vote numérique. Tu sais,
pourquoi est-ce qu'on ne vote pas sur le blockchain? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une façon décentralisée d'être capable de faire en sorte qu'on vote pour une politique et pas pour la personne, ou qu'on vote pour la personne, mais qu'on puisse être capable de retirer notre vote en temps réel? Tu sais, je veux dire, je vois Bitcoin comme étant une façon de sauver l'argent de la corruption de l'État, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi. On est capable d'utiliser ces outils-là pour être capable de sauver la démocratie en tant que telle. Euh, et tu sais, nous autres, on l'a pas vécu. On n'a pas vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait pas c'est quoi d'aller dans le meat grinder. En Ukraine et en Russie, ils commencent un peu à savoir ça ressemble à peu près à quoi. Mais c'est encore rien là, des 30 000 personnes qui mouraient à chaque jour par la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est encore rien là, des 400 000 personnes qui sont mortes à l'extérieur de Stalingrad. On pense à des trucs comme ça, puis notre cerveau n'est pas capable de comprendre à quel point ça peut mal aller quand on a des nations qui se font la guerre totale et absolue. Et en tant que personne qui est intéressée par la liberté et qui est intéressée par la technologie, je pense qu'il faut qu'on trouve des façons d'utiliser la technologie pour être capable de nous assurer l'outcome qui est le plus pacifique, l'outcome qui est le plus collaboratif. Où ce on travaille ensemble parce que ça nous tente de travailler ensemble, mais pas par coercion, mais parce qu'on veut, par coopération. Et ça peut être les ordinals, ça peut être une autre technologie, tant que c'est sur le blockchain, tant que personne ne peut aller jouer dedans pour les modifier. Et à mon sens, monsieur, madame, tout le monde vont utiliser un layer 2 de Bitcoin, ne vont pas utiliser Bitcoin on the base chain. Je pense que ça n'a jamais été la vision de Hal Finney. Je pense que ça n'a jamais été la vision de Satoshi non plus. Que dans 150 ans, le monde utilise le Bitcoin pour payer un café. Ça n'a jamais été ça. Ça va être des gouvernements, ça va être des banques, ça va être des corporations. Monsieur, madame, tout le monde va prendre un layer 2. Ça va peut-être être Lightning, ça va peut-être être d'autres choses. Il y a énormément d'innovations qui restent à faire. Mais Bitcoin, c'est une façon de consolider puis de faire en sorte qu'il n'y ait aucune personne qui peut modifier, corrompre les données, corrompre l'histoire, arriver rétroactivement. Tu sais, en Chine, là, c'est arrivé à plein d'occasions que le gouvernement il se pointe, puis rétroactivement, il injecte ou il change les transactions dans ton compte de banque pour être capable de te mettre en prison. Ça, c'est des choses qui sont courantes en Chine. Bitcoin, ça empêche ça. Puis, avec l'histoire, c'est le même principe. En ce moment, nos historiens qui sont en train de regarder qu'est-ce qui s'est passé, là, on fait juste regarder aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder, le New York Times avec le 1819 Project sur comment est-ce que le racisme a évolué aux États-Unis, puis c'était quoi les motivations, puis on est en train de tout reconstruire l'histoire pour être capable de faire valoir une narrative qui avantage certains groupes démographiques aujourd'hui plutôt que d'autres. Bon, s'il y avait Bitcoin à ce moment-là, avec des ordinals qui permet de prendre certaines pièces d'information, les inscrire sur le blockchain, ça fait en sorte que les historiens, dans 500 ans, ils ont une source de vérité fiable. Et la source de vérité, c'est ça vaut tout. Ça vaut tout. C'est vraiment flou comme réponse, mais c'est pour ça que je pense que les inscriptions, c'est sick. Euh, je comprends l'aspect immuable de une fois que la donnée dans le blockchain du Bitcoin, considérant l'historique et autant d'efforts qui est mis au niveau du code du Bitcoin, puis de plus en plus d'agents impliqués. Fait on peut assumer que ça va devenir un système de plus en plus fort, de plus en plus difficile à attaquer. Mais il y a quand même l'aspect du fait que le blockchain n'a pas un oracle qui regarde la réalité, qui vérifie si la donnée qui a été mise dedans est véritablement la vérité. T'sais. Fait que si on parle par exemple d'un système de vote, si ton vote rentre dans le blockchain, oui, ça va être enregistré puis tu ne peux pas le changer. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a pointé un gun sur la tête et qui t'a dit inscris ça dans le blockchain? Puis là, on va assumer que c'est vrai vu que, bon, c'est immuable, c'est pas changeable, mais ça n'enlève pas le problème du fait que dans la réalité, la corruption reste réelle. Puis comment on s'assure Moi, je pense que c'est ça l'ultime challenge, justement, c'est que quand tu veux mettre des données dans un blockchain, tu peux pas t'assurer que c'est vraiment la vérité, tu sais. Fait comment est-ce que tu as une solution à ça? Est-ce qu'il y a des moyens C'est sûr qu'il y a des moyens de mitiger, je suis certain, tout ça, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est sûr que, pour revenir à l'article, originalement, c'est de dire on devrait avoir les finances publiques sur le blockchain. Je pense que c'est juste d'avoir une façon d'être capable
c'est comme une première étape, une bonne première étape. Parce qu'en ce moment, tu sais, je veux savoir combien est-ce que Justin Trudeau, moi, il a eu dans son compte de dépenses cette année. Je sais pas. C'est impossible à savoir. Combien est-ce que les contracteurs du gouvernement sont payés pour, je sais pas moi, les restaurants ou les vacances ou l'hébergement ou les services de protection ou, tu sais, comment, je sais pas, on sait rien. Les finances publiques sont opaques. Et dans mon article, j'ai trouvé ça très, très le fun à cause que j'avais des sources à citer où Radio-Canada, qui est probablement une des sociétés journalistiques les plus corrompues aujourd'hui, qui faisait un travail beaucoup plus louable il y a quelques années, là, avant cette folie du COVID-là, euh, qui disait justement, on a fait des enquêtes, on a appelé pour être capable d'avoir d'utiliser la loi de l'accès à l'information sur certains records qu'on voulait avoir. Puis on avait un gars en dedans qui disait que ses supérieurs lui mettaient de la pression pour être capable de trouver des excuses pour refuser ces requêtes-là. Et c'est une bonne première étape qui va nous permettre d'avoir un regard sur comment est-ce que les choses se passent réellement. Et à tout le moins, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit difficile de mentir. Qui se force un peu pour être corrompu. Et puis, il n'y a aucune façon d'enlever la corruption à 100%, mais au moins, il faut la rendre difficile. Ça, je pense que c'est la bonne première étape. Ensuite de ça, je pense que c'est une question de réconcilier les balances de OK, qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin de l'année sur comment ils ont dépensé, puis comment de volume de transfert d'argent est-ce qu'on a vu sur le blockchain. Et ça, ce que ça permet, c'est que ça permet à n'importe qui, n'importe quel développeur, chez eux, dans son salon, dans son sous-sol, dans son grenier, de sortir de son laptop, de programmer des logiciels qui vont automatiquement être capables de trouver, classifier, organiser, comptabiliser toutes les transactions pour réconcilier ça automatiquement avec les chiffres que les autres nous donnent. Pour faire en sorte que, écoute, si tu veux fourrer le monde, il faut que le niveau de corruption soit significativement plus élevé. Il faut que tu mentes de façon très, très active pour être capable d'en passer une à la population. Je pense que ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, côté, qu'est-ce qui nous garantit, mettons, que qu'est-ce que tu vas inscrire sur le blockchain est réel? Donc, ça, je pense que c'est le travail des gens qui vont utiliser ces informations-là dans le futur. Tu sais, si on veut là, savoir ce qui s'est passé dans l'ère romain là, avec Jules César et les conquêtes qu'il a faites. Bon, les seuls textes qui nous restent, c'est ceux qui ont été écrits par Jules César lui-même. Il n'y a quasiment pas de source historique. Il y en a genre deux. Fait qu'il faut qu'on. Les historiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre les textes, ils vont essayer de rajouter un. Ils vont essayer de peser les pour et les contre. Qu'est-ce que cette personne-là avait comme avantage à mentir dans cette situation? Qu'est-ce que l'autre personne a dit? Puis essayer de reconstruire la réalité avec questions disponibles devant eux. Ils ne vont jamais prendre ça pour du cash. Mais ils vont prendre, en ayant des records qui sont inscrits sur le blockchain, ça fait en sorte que personne ne peut arriver par la suite et effacer, comme la bibliothèque d'Alexandrie, la mettre en feu. Personne ne peut se pointer puis juste censurer de façon ouverte et indiscriminée toute son opposition pour faire en sorte que la seule narrative qui reste, ce soit la sienne. Je pense que Bitcoin ou le blockchain permet pas nécessairement d'enrayer la corruption, mais ça la rend plus difficilement exécutable. Je comprends. C'est une bonne réponse. Je pense que le rendre difficile, parce que là, n'importe qui peut être corrompu de manière facile, ça prend pas. Ils sont même pas intelligents dans le fond, puis ils sont capables de voler de l'argent, fait que c'est ça qui est frustrant. Mais tu sais, plus en tant que libertarien, quelqu'un qui voit les choses, qui est au courant de l'histoire, de la façon que, par exemple, les empires tombent justement à cause de la population, à cause de la corruption qui monte et monte de manière graduelle, la censure de l'information, puis tout ça. Puis là, en tant que libertarien, quelqu'un qui pense plus peut-être à soi, à sa famille, à son clan, c'est quoi l'incentive d'essayer de régler le Canada, le Québec, alors que au contraire, tu reçois du backlash au niveau social, peut-être même financier, à essayer de te battre le système, alors qu'une solution plus facile, c'est justement peut-être de fuir en quelque sorte, de penser plus à toi, de penser à ce qui vient par la suite, parce que si tu regardes l'histoire, c'est comme un peu inévitable à tomber de... tout tombe, c'est juste tout est un cycle. Fait que c'est quoi
c'est quoi ton but à propos de ça? Je sais que c'est plus peut-être juste un exercice philosophique, peut-être pas quelque chose que tu veux vraiment pousser comme appliquer. Hey, Legault, s'il te plaît, utilise un blockchain, le blockchain du Bitcoin pour les finances publiques. Fait que, comment tu balances un peu ton esprit libertarien? OK, ben, toi, tu habites au Québec, fait que c'est sûr que peut-être tu as intérêt à rendre les choses meilleures. Fait que, comment tu balances les deux? La motivation à la base d'écrire cet article-là, c'était pas nécessairement de faire une révolution puis de convaincre le gouvernement d'instaurer quelque chose qui définitivement va faire en sorte que va rendre l'exercice de gouvernance plus difficile. Je pense qu'il va y avoir aucun gouvernement qui va instaurer ça de façon volontaire. Je pense que c'est beaucoup plus pour faire sensibiliser la population au fait que Bitcoin peut être utilisé pour autre chose que juste la spéculation. Que c'est autre chose qu'un un outil pour être capable de blanchir l'argent, autre chose qu'un outil pour être capable d'aller s'acheter des gadgets sur le dark web. Okay? C'est quelque chose qui a une utilité légitime, qui a son rôle à jouer dans notre démocratie, et que c'est pas juste un truc qui détruit la planète puis qui est démonisé par les médias. C'est actuellement la solution à un paquet de problèmes de société qu'on a. Et moi, mon audience, c'est pas des Bitcoiners. C'est pas des gens qui sont hardcore libertariens. C'est du monde, c'est monsieur, madame, tout le monde qui n'ont jamais réfléchi à ça. Et de les amener sur une réflexion de se dire ah, ben peut-être que ça ferait du sens finalement. Pour que la prochaine fois qu'il y ait un party de famille, là, il y a un prochain bull market qui va arriver. Puis là, il va y avoir un cousin ou un neveu ou un oncle ou une ma tante ou quelqu'un dans une conversation qui va dire hey, le Bitcoin est rendu à 150 000, là, j'en ai acheté à 100 000. Puis là, c'est super le fun. Puis là, il y a l'autre qui s'en mêle puis qui dit non, c'est juste pour. Bon, peut-être de rajouter une coupe d'arguments ou une coupe de conversations dans ces événements-là, dans ces regroupements dans ta communauté, avec tes amis, avec ta famille, dans ces conversations-là que les gens ont, peer-to-peer, changer un petit peu la narrative de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, puis qu'est-ce que ça peut potentiellement devenir. Je comprends. Puis toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Euh, c'est-tu possible de sauver si jamais il y a un gouvernement là, est-ce possible de reverse la tendance qui est en train d'arriver ou malheureusement ça s'en va vers une destination finale qu'on connaît tous? Tu sais? Qu'est-ce que tu en penses, ça? Je pense pas qu'il va y avoir un gros événement et là, ça va être la chute du Canada ou ça va être la chute des États-Unis. Je pense que le Canada, les États-Unis puis l'Ouest, de façon générale, va fizzle out. Qu'il va y avoir de plus en plus de lois qui vont être de moins en moins écoutées, qu'il va y avoir de plus en plus d'impôts puis de taxes qui vont être de plus en plus évitées et que progressivement, l'État va finir par devenir complètement irrelevant et que ça va juste être du monde qui vont LARPer dans une bâtisse une fois par semaine pour avoir des débats, entre guillemets, mais qui n'auront aucun impact sur la réalité, un peu comme le Sénat au Canada. C'est juste du monde qui LARP. Là, c'est pas, ils font rien. Fait que je pense que ça va tendre vers cette direction-là, au profit du secteur privé, au profit de l'individu qui va avoir de moins en moins peur des représailles de l'État à cause qu'ils n'auront juste plus les moyens d'être capables d'imposer leur volonté sur leur décret sur la population. Personnellement, j'aimerais ça être capable de m'en aller. Ma blonde va absolument, on est en train de regarder pour avoir un enfant, elle va absolument l'élever au Québec à cause que, bon, la belle-mère, le beau-père, la famille, la communauté qui est autour de toi, puis je comprends ça à 100 euh, personnellement, je voyage beaucoup. Comme là, j'en reviens de 3 mois de voyage. On a fait l'El Salvador, le Nicaragua, on s'est rendu jusqu'à Bali. Avant ça, j'étais au Portugal. Avant ça, on a été en Floride une bonne partie. À chaque année, on part 1 mois minimum, 2, 3 mois. J'aimerais ça partir 6 mois, revenir 6 mois, puis juste éviter le statut de Canadien résident. Mais ça devient très, très difficile quand tu as une famille. Surtout que tu as une famille, ça devient un cauchemar. Fait que, on verra. Peut-être que je vais réussir, peut-être pas. I will try. Faut que je C'est quoi, convainque la blonde avant. ça serait quoi ton scénario idéal, mettons? As-tu des pays en tête que tu as particulièrement aimé, une constitution que tu genre un plan de passeport idéal ou de taxes? J'imagine que tu en as un, là. Fait que peut-être tu veux donner des trucs à certaines personnes, là.
Là, je vais pas rentrer dans donner des trucs sur comment éviter. C'est pas, je suis pas un fiscaliste, là, je connais pas ça à 150%. Euh, mais c'est sûr aussi que quand tu as un, tu sais, il faut que tu dématérialises ton entreprise. Il faut que tu dématérialises tes projets que tu fais. Avec mon entreprise à trancher, qui est la plateforme de course sur laquelle ma formation Bitcoin est hébergée, ça me permet facilement là, de voyager et puis de vivre à l'étranger. Avec ma business de studio, c'est un autre game, hein, parce que là, j'ai des emplacements physiques. euh, ça représente une surface d'attaque si jamais on veut me saisir ou si jamais la banque n'est pas contente ou X, Y, Z. Fait que je pense que les conseils que je peux donner aux gens, c'est de dans la vie, tu as des décisions que tu peux prendre qui vont te permettre qui vont soit réduire tes opportunités dans le futur ou les restreindre. C'est important de prendre ces décisions de façon à garder le plus de portes ouvertes dans l'éventualité où tu as besoin de justement partir, déménager, voyager, fuir un peu la réalité qui peut devenir chaotique assez rapidement. Que ça soit, tu sais, il y a du monde qui vont juste acheter une terre dans le nord du Québec puis vivre dans des communautés autonomes, là, puis ça peut se faire très bien là aussi. Euh, mais que ça soit d'être capable de justement partir comme que tu as fait aller au Mexique. Personnellement, j'ai vraiment aimé El Salvador. Je trouve que c'est vraiment une belle place. L'adoption de Bitcoin est cool. Les souliers que j'ai dans les pieds en ce moment, je les ai achetés en Bitcoin. J'ai les Pro Skechers. Je me suis payé des souris d'ordinateur. J'étais dans un magasin d'informatique. Je l'ai payé en Bitcoin. J'ai tout payé mon voyage en Bitcoin là-bas. Je trouve ça vraiment cool. Euh, la plage, c'est des plages de sable noir. Là. C'est comme. C'est pas le même vibe que Punta Cana, mettons. Mais l'eau est super chaude. Pour faire du surf, c'est vraiment incroyable. J'ai énormément aimé le Nicaragua, mais j'ai aucune idée de comment est-ce que ça fonctionne au niveau de l'impôt. Puis des taxes là-bas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est pas très, très avantageux. Je sais qu'au El Salvador, il n'y a pas de taxe de propriété, donc si tu achètes une maison, il n'y a pas le petit pourcent par année que le gouvernement te vole sur ta maison. Fait que ça, c'est un plus aussi. Ouais, dans le fond, je pense que c'est vraiment personnel, mais comme tu as dit, c'est vrai qu'avoir une famille, si ton partenaire, ta partenaire n'est pas aligné, ben c'est sûr que ça rend les choses difficiles. Euh, Puis bon, l'aspect de la famille, moi ma copine est mexicaine, fait que ça facilite la chose, mais c'est vrai que c'est vraiment un gros débat, une grosse question. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on s'établit ailleurs? Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent cette question. Puis vu que je suis vocal sur Twitter par rapport au fait que j'ai déménagé, je me suis fait des amis québécois, canadiens, un peu partout au Mexique qui ont fait le move. Puis évidemment, c'est pas juste le Mexique, comme tu as dit, El Salvador, il y a plein d'autres pays. Mais je pense que ça va quand même devenir une réalité de plus en plus euh, grande vraiment pour les personnes dans les pays occidentaux là, qui vont vouloir se diversifier non seulement au niveau de leur investissement, mais au niveau de la région où ils habitent puis des options d'habitation. Mais on va voir comment ça se dérouler. Puis je t'attends encore au Mexique te montrer la place. Je sais que tu as eu une mauvaise je pense plus ta copine a eu une mauvaise Ouais. expérience. Mais je trouve que le Mexique, c'est vraiment un pays magnifique pour bien des affaires. Mais bon, je t'attends ici à un certain moment. T'es le bienvenu. Ben, définitivement, tu m'as montré ça avait l'air de quoi. Et j'ai été surpris parce que moi, dans ma tête, le Mexique, là, quand tu regardes des films à TV, là, tout le temps les bidonvilles, là, puis il y a des explosions, puis des meurtres, puis des gangs, puis c'est pas très bien représenté au cinéma, on va dire ça comme ça. Puis là, quand j'ai vu la belle architecture coloniale, les belles petites maisons blanches, c'était propre, c'était beau, euh, c'était très, très. J'ai été impressionné, honnêtement. C'est comme ça a l'air d'être Mexico, ça a l'air d'être une grosse ville industrialisée. Euh, en Amérique centrale d'une façon à ce que tu n'as pas dans les autres pays d'Amérique centrale. Mais je ne sais pas pour le Brésil. Je me suis jamais vraiment intéressé à regarder ça ressemble à quoi à Rio de Janeiro puis ces places-là. Mais j'ai été, mettons, au Costa Rica. La capitale du Costa Rica, c'était un peu sketch. Au El Salvador, la capitale, OK, oui, c'est cute, là, c'est pittoresque et tout, mais c'est un peu sketch aussi. Mais quand tu m'as montré le Mexico, j'ai pogné quelque chose. Je vais être comme, OK, c'est quand même la vibe ville Là, c'est que la vibe Paris, vibe New York, c'est plus que c'est plus que la vibe Montréal. C'est sûr qu'il y a des coins où tu ne devrais pas aller, mais même là, Mexico City, avec même 22 millions d'habitants, il y a certaines c'est plus safe que
bien des villes aux États-Unis avec 1-2 millions. T'sais. Fait que le monde, ils savent pas ça. Puis je pense que la perception que le monde, les Occidentaux ont du Mexique ou même des pays de l'Amérique centrale, le Brésil, c'est il y a un peu de propagande autour de ça. Tu sais, ça va pas là, tu vas te faire tuer, tu sais, sors pas de ton resort, tu vas pas t'en sortir. Mais justement, c'est complètement faux. Évidemment, il faut faire attention, comme partout, je pense. De plus en plus maintenant, même dans les pays occidentaux, le, on présume qu'on est complètement safe, mais comme on peut le voir en France, c'est pas nécessairement le cas. Les choses changent. Donc, j'espère un jour pouvoir te montrer parce que je pense que tu vas être vraiment impressionné par, euh, par le contraste entre ce que tu croyais que c'était et ce que c'est réellement. C'est ça qui, je pense, qui est le plus impressionnant. Prendre la Red Pill du Mexique. Le Red Pill du Mexique, ouais. Ouais. C'est. Puis, tu sais, il y a la, la classe moyenne au Mexique est en train de monter. Tu sais, le monde, il y a comme du monde qui dit ah, tous les gringos, tous les Américains qui viennent au Mexique font augmenter les prix, mais c'est vraiment pas le cas. C'est juste que le Mexique devient de plus en plus riche graduellement. Tu sais, il y a la population est très éduquée au niveau des technologies. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sortent chaque année des universités. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies en Chine qui déménagent au Mexique. Tesla vont faire la plus grosse factory à Monterrey. Fait que c'est en train de se passer. C'est pas. Le Mexique, c'est plus un pays du tiers-monde du tout. Là. C'est quelque chose. Il y a de la pauvreté, évidemment, mais justement, je pense que c'est l'opportunité qui se présente avec les enjeux ici qui est intéressant. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Là. Ouais, ouais, ouais. Et une autre ville qui m'a vraiment surpris, c'était quand j'étais en. Parce que la Colombie, on a tout écouté Narcos, puis on fait comme un pays de drogue, de cartel, de corruption. J'ai vraiment aimé Medellín. J'ai trouvé que c'était une ville qui était franchement propre, c'était beau. Je me suis jamais senti pas en sécurité. Ma copine non plus. Et très ouverte aussi aux nouvelles technologies. Donc, il y avait des signes Bitcoin partout. Mhm. Dans le centre-ville, c'est bars partout. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à Montréal. T'sais. Et ça me fait penser à une autre conversation qui était souvent avec les gens qui disent ouais, mais pourquoi est-ce que je m'intéresserais à Bitcoin? Pourquoi est-ce que tu es si stressé du gouvernement que ça, Olivier? Pourquoi est-ce que tu capotes autant sur Trudeau, puis les autoritaires, puis la corruption? Puis pourquoi est-ce que tu penses à tout ça? Puis pourquoi est-ce que Bitcoin serait pertinent? Et ces gens-là, c'est des gens qui sont, tu sais, si c'est si populaire que ça dans les autres pays, qui sont pas le Canada, la France, l'Angleterre, puis les États-Unis, si c'est populaire dans tous les autres pays du monde, c'est peut-être à cause qu'ils n'ont pas, tu sais, ils ont. C'est pas comme si nous autres, on avait un gouvernement qui était parfait, là. OK? Historiquement, les gouvernements, c'est pas tant sa coche. Le gouvernement canadien, on a bien beau dire qu'est-ce qu'on veut dire d'eux autres. Oui, on paye énormément de taxes. D'ailleurs, dans l'article, je fais une comptabilisation de toutes les dépenses, tous les dollars qui sont dépensés par le fédéral et le provincial ensemble. Ça fait 62 ou quelque chose dans le genre de tous les dollars qui sont dépensés au Canada sont dépensés par le gouvernement. Ça n'a Wow. aucun crise de sens. OK, là? Ceci étant dit, le monde ne se font pas kidnapper dans la rue à cause qu'ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Ceci étant dit, on n'a pas de gros gangs de rue qui vont faire payer des taxes de protection. Sauf à Montréal, ça a l'air qu'ils sont rendus avec ça. Récemment, on a un restaurant qui s'est fait lancer un cocktail Molotov dans la fenêtre à cause qu'ils ne voulaient pas payer la taxe à la mafia montréalaise. Mm. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a plein d'affaires que je vois pas, mais monsieur, madame, tout le monde au Québec et au Canada, on a un peu l'illusion que notre système marche, qu'il marche bien. Illusion que les autres pays du monde n'ont pas. Fait que c'est pour ça que quand tu vois l'adoption puis l'enthousiasme des autres pays envers Bitcoin, c'est difficile d'expliquer ça à un Québécois ou à un Canadien parce qu'il comprend, je ne sais pas. Là. Mais je pense que tu peux juste dire est-ce que tu veux que le Chinois ou que en Corée du Nord, ils n'ont pas vraiment de technologie, là, mais est-ce que tu veux que les gens qui habitent dans des dictatures aient un moyen pour se protéger contre leur gouvernement, oui ou non? Si la personne répond non, mais regarde, il n'y a pas de conversation à avoir. L'autre conversation à avoir après ça, c'est est-ce que tu penses qu'au Canada ou dans l'Occident, on est rendu à ce point-là? Puis moi, je pense que oui. Fait que,
la conversation n'est pas sur est-ce que c'est nécessaire, la question c'est est-ce que c'est nécessaire ici. Mais c'est nécessaire à 100%. Il ne faut vraiment pas être une bonne personne pour penser que ce genre de technologie-là n'est pas nécessaire. Ouais, il y a un livre d'Alex Glenstein. Il travaille dans la Human Rights Foundation. Son livre s'appelle Check Your Financial Privilege, donc vérifie ton privilège financier. Puis il parle de tous les cas où le Bitcoin est utilisé, comme en Afghanistan, en Palestine, plein de situations où justement le Bitcoin c'était la unique solution pour bouger de la valeur parce que soit le système financier est complètement inaccessible, ou complètement détruit. Fait que le monde croit que, justement, au Canada, au Québec, le Bitcoin, c'est juste pour la spéculation, alors que non. Moi aussi, je l'ai vu, comme tu as dit, tu as été au El Salvador, c'est que c'est vraiment un nouveau système financier complètement. Ouais, c'est une grosse conversation. On est rentré dans beaucoup de sujets. Est-ce que tu as moyen de conclure peut-être le sujet de l'article? As-tu quelque chose d'autre à dire là-dessus? On a-tu manqué de Euh, quoi? oui, dans le fond, j'ai manqué, en plus de mes 3 décrets, il y a une chose qu'il faut qu'on rajoute, absolument. Et ça, je pense que c'est une conversation nationale qu'on devrait avoir dans tous les pays occidentaux. Et ce sont les droits à l'obfuscation et les droits à l'anonymat sur les blockchains. Que oui, ça doit être obligatoire pour les corporations qui reçoivent l'argent du gouvernement et pour le gouvernement d'être transparent, mais que le droit à la vie privée financière soit protégé par la Constitution pour que tu sois capable de faire des coin joins, pour que tu sois capable d'avoir tes propres clés, pour que tu sois capable de bouger de l'argent, de ne pas avoir de compte à rendre à personne, parce que c'est à toi. OK? Quand c'est ta propriété, tu n'as pas besoin de te justifier sur qu'est-ce que tu fais avec ta propriété. Et si tu as besoin de te justifier sur qu'est-ce que tu fais avec, c'est pas vraiment à toi. Et je pense que les droits de propriété individuelle dans une démocratie, c'est essentiel. Fait que oui, il faut faire en sorte que le gouvernement soit plus transparent au niveau gouvernemental, donc au niveau privé, qu'on ait plus de droits face à ça. Et ce que je n'ai pas mentionné aussi, mais que j'ai mentionné dans l'article, c'est que si jamais il y a une entrave qui est faite, tu as fait une transaction en cash, tu ne l'as pas fait en Bitcoin ou tu l'as fait en virement bancaire, puis tu ne l'as pas fait en Bitcoin, tu n'as pas mis le détail de la facture sur le blockchain, je pense que c'est important qu'il y ait des pénalités. Il faut que tu ailles en prison. Il faut que ce soit de la fraude, il faut que ce soit reconnu comme étant de la fraude, il faut qu'il y ait une pénalité monétaire, il faut que tu ailles en prison. Il ne faut pas qu'il y ait faut que ça s'applique à tout le monde de façon égale. Que tu sois Justin Trudeau, que tu sois Pierre Poilievre, que tu sois un petit fonctionnaire de bas État, que tu sois quelqu'un qui travaille dans une corporation qui reçoit de l'argent du gouvernement. C'est important que tout le monde, je pense, ait un commitment, s'engage à avoir une transparence pour le peuple canadien. Et je pense que ce modèle-là devrait être expérimenté, non seulement au Canada, mais dans tous les pays où qui veulent avoir une démocratie qui, qui a une chance d'être qu'est-ce qu'elle prétend être, tout simplement. Fait que je fermerai ça là-dessus. Euh, Allez regarder aussi la petite formation Bitcoin. Je pense que vous allez aimer ça. Si vous aimez ce genre de podcast-là, clairement que vous allez aimer la formation Bitcoin. Je me suis vraiment forcé. J'ai travaillé 3 mois à temps plein là-dessus pour faire 3 heures de contenu. Wow. Fait que, watch out. Je vais mettre le lien, c'est sûr. Visiter aussi la tranchée en général. Je pense qu'il y a beaucoup de formations intéressantes là-dedans. Et peut-être tu veux mentionner un peu aussi ton business de studio dans lequel tu es. Peut-être ça pourrait intéresser des gens. Ouais, ben, pour ceux qui sont au Québec, c'est ça, je ne sais pas exactement ton audience c'est où. Je pense que Moi, c'est j'ai comme des. 50% Canada. Fait que j'imagine que une grosse partie de cette audience canadienne vit au Québec. Fait que Bon, ben, je vais faire une petite plug rapide là-dessus. Donc, ça s'appelle lesbunkers.com pour le site Internet. C'est un réseau de studios à vidéo autonome. Donc, tu arrives ici, tout est automatisé. Donc, moi, je suis rentré, j'ai appuyé sur un bouton, ça a tout allumé l'éclairage, les caméras, les micros. J'ai juste besoin de me connecter au lien que tu m'as envoyé et tout le reste se fait. Fait qu'il y en a à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Un abonnement annuel, ça revient à comme 5-6 piastres de l'heure. Si tu prends un gros abonnement, ça peut revenir à 20 piastres de l'heure si tu prends un plus petit abonnement.
Et ça te permet d'avoir accès à tout le gros kit. Pour faire des cours en ligne, c'est excellent. Pour faire des podcasts, c'est excellent. Pour faire des TikTok, puis des mots de produits. J'ai une caméra là, j'ai une caméra là, j'ai une caméra là. Ça va super bien. Je l'ai fait à la base pour moi. Et là, j'avais comme trop d'équipement. Je me suis dit, bon, ben, ça serait poche de ne pas permettre à d'autres personnes de l'utiliser. Et j'ai fait une business avec ça de fil en aiguille. Moi, je suis un mordu d'automation, un mordu de simplifier les choses. Fait que je me suis programmé des scripts. Je suis en train de me faire des robots pour contrôler les caméras. J'ai des scripts pour contrôler les micros, des scripts pour contrôler l'éclairage. Donc, c'est vraiment high-tech. Allez regarder les vidéos qu'on a, c'est quand même cool. Si ça vous intéresse de faire la production vidéo, je pense que c'est une belle ressource honnête, qui n'est pas trop chère, puis qui va vraiment aider le monde. Ouais, super. Je recommande. Je vais mettre tous les liens, fait que le monde va pouvoir explorer. Puis, je sais pas, je pense qu'on a fait quand même un tour. On est rentré dans beaucoup de sujets crus. J'ai aimé ça. Peut-être que ça va choquer du monde, mais c'est pas grave. C'est mieux comme ça. Fait que peut-être un petit mot de la fin, une quote. Je sais pas. Je suis sûr que t'as quelque chose de bon pour clore la discussion. Run une node, achetez-vous un miner. OK. Tout le monde fait ça. We're good. We're good. Parfait. Peut-être je vais devoir inviter quelqu'un pour parler de rouler un node en détail. Peut-être t'as quelqu'un à recommander. Mais super. Fait que j'ai vraiment eu du plaisir à discuter avec toi, Olivier. Donc, c'était Olivier Lambert à la sauce Bitcoin. Je pense que ça a été un très bon épisode. Donc, merci beaucoup, Olivier. Puis, j'espère que je vais pouvoir te réaccueillir un jour sur la sauce Bitcoin. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.